bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots du PDCI RDR de M. Anaki Kobena. Notre invité peut-il être qualifié de migrant politique possible? À la faveur justement du procès des militaires pro-Gbagbo, il fait actuellement la une de l'actualité ivoirienne. Auteur de Devoir de mémoire, une encyclopédie retraçant l'histoire de la Côte d'Ivoire de 1993 à nos jours. Il a été ministre des Droits de l'Homme dans le gouvernement du Premier ministre Charles Konan Banny. Aujourd'hui, il est le chargé de communication et le porte-parole du Rassemblement des Républicains dirigé par M. Alassane Ouattara, président de la République. Monsieur Kouadio Joël Nguessan, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk. Bonsoir. Avec moi pour décortiquer l'actualité et pour passer, devrais-je dire, au rayon X, le RDR et justement les élections présidentielles 2015, M. Assalé Tiemoko, qui est le directeur général de l'Éléphant déchaîné. Bonsoir. Bonsoir. Et puis juste à côté de vous, M. Saint-Claver Oula, qui est le rédacteur en chef du quotidien Le Nouveau Courrier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va rappeler, hein, évidemment, que vous avez été vice-président, quand même, du mouvement des forces d'avenir de M. Anaki Kobena, le MFA, qui est membre du RHDP, enfin, toujours. Il y a ces deux MFA, Anaki Kobena. Vous vous attendiez à cette démission de M. Anaki Kobena? Oui, je m'attendais à cela, parce que il faut dire que M. Anaki Kobena, il est foncièrement de gauche. Il a un esprit de gauche, c'est pour ça qu'il a participé à la création du FPI. Donc c'était un passage lié à la réelle politique qu'il a mené au RHDP. Donc moi je ne suis pas du tout surpris qu'il ait pris cette option. Ceci étant dit, je voudrais corriger quelque chose dans votre intervention. Monsieur Alassane Ouattara ne dirige pas le RDR. Il est président de la République de Côte d'Ivoire et notre constitution interdit qu'un président dirige un parti. On reviendra justement sur cette question de la présidence du RDR qui n'est pour l'instant pas occupée par personne d'autre, parce que le dernier président en date du RDR est M. Alassane Ouattara et pour l'instant aucune élection n'a désigné ou encore moins proclamé la démission de la présidence de M. Alassane Ouattara. Non, de facto, à partir du moment où vous êtes président de la République, vous n'avez pas le droit de diriger un parti politique. On reviendra justement sur la présidence du RDR tout à l'heure. Alors sur la question du MFA, M. Assalé Tiemoko. Qu'est-ce qui a provoqué son passage du MFA au RDR? D'abord, je voudrais faire une historique en allant un peu plus loin. Anaki Kobena, en 1984. Anaki Kobena a fait la prison sous Félix Houphouët-Boigny de 88 à 91, sous le prétexte qu'il avait quelques démêlés avec la douane et les impôts. Mais dans le fond, c'était plutôt des problèmes d'ordre politique parce qu'il était l'un des financiers dans la clandestinité du Front populaire ivoirien. Et donc, c'est au lendemain du congrès du Front populaire ivoirien que M. Anaki Kobena a été arrêté. Dirigé en son temps, il faut rappeler, par M. Laurent Gbagbo. M. Gbagbo Laurent. Et Anaki a passé 3 années en prison. À sa sortie de prison, nous lui avons conseillé de créer son propre parti. Parce que 3 ans en prison, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Vous étiez où quand vous dites « nous lui avons conseillé » parce que nous étions ses amis. Ah, okay. Nous étions ses amis, on était à peu près une dizaine et nous l'avons même aidé à rédiger les statuts du MFA pour qu'il crée le MFA, ceci en 92. Donc après le FPI, le PIT, l'USD, Anaki a créé le MFA. Moi, je n'y ai pas adhéré. J'étais un opérateur économique, je ne m'occupais pas de tout ce qui concerne la politique. Et c'est à la faveur des événements de 2002, quand nous nous sommes retrouvés à Marcoussis, je fais signaler que je suis allé à Marcoussis sur invitation d'Anaki en tant qu'ami.
pas en tant que militant du MFA. Mais même dans les documents, évidemment, justement, de Marcoussis, il est consigné que vous étiez vice-président. Bien sûr, parce que... ce que vous n'avez pas non plus démenti. Est-ce que c'était nécessaire de démentir quelque chose dans ce sens? Ah ouais, forcément. Non, ce n'était pas nécessaire. Il avait besoin de son ami à côté de lui. Et c'est au sortir de Marcoussis, quand nous sommes revenus à Abidjan, que M. Anaki est parti voir M. Djegé Madi pour lui demander de me prêter au MFA pour que je lui apporte un soutien. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit avant toute chose que je fais partie de ceux qui ont rédigé les statuts. Et Anaki est mon ami. Donc je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu, il m'a donné le poste de vice-président du MFA, ce que j'ai assumé jusqu'au bout. Et à la fin... En tout cas, à la faveur de Marcoussis, vous étiez une sorte de mercenaire à la rescousse de M. Anaki Kobena. Le mot est un peu trop fort. On peut constater. Alors, M. Oula... Tout à l'heure, il a dit que M. Anaki a demandé à M. Djegé Madi de le prêter au MFA. Pourquoi est-ce que vous ne retournez pas au PDCI et vous migrez directement au RDR? Pourquoi je suis allé au RDR? D'abord, au moment où j'entrais au RDR, c'était en octobre 2008, si mes souvenirs sont exacts. J'ai observé les partis politiques avec leur programme. J'ai observé le PDCI, dont j'étais militant à la suite du coup d'État de 1999. J'ai regardé et je me suis rendu compte qu'il ne me proposait pas en ce moment-là quelque chose de concret. Le RDA a fait son congrès à Yamoussoukro et j'ai vu un monsieur Alassane Ouattara présenter un programme précis, chiffré. Et je me suis dit, ce monsieur, il nous donne là l'occasion de l'apprécier par rapport à son résultat. Il a des objectifs chiffrés dans le temps et dans l'espace. Il est bon pour moi d'aller dans ce parti parce que je suis sûr que je ne vais pas me tromper. Mais vous êtes quand même un peu surprenant, hein, monsieur Joël Messin. Oui. C'est très surprenant parce que vous avez longtemps milité au PDCI RDA. J'ai commencé à militer au PDCI RDA à la suite du coup d'État de 1999. Oui, c'est ça. 1999-2009, pourquoi vous êtes entré au PDCI? C'est parce que je suppose, pour les mêmes raisons qu'Alassane Ouattara. Non, je vais vous dire une chose. Tous les Ivoiriens étaient PDCI. Même Gbagbo Laurent était PDCI avant 90. Malgré eux, en fait. Mais c'est pas malgré eux. Ils ont même payé leur carte de membre pour beaucoup. Donc franchement, ne me dis pas que c'est malgré eux. Allez, donc, enfin, vous avez été séduit par... non, c'est pas ça. J'ai vu venir les événements de 99. Je voyais les situations d'injustice qui se perpétraient. J'ai vu venir ces notions d'ivoirité. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'un parti qui a plus de 30 ans d'existence, comme le PDCI, n'a pas pu voir venir les choses? Et puis, vous savez, pour venir en politique, il faut avoir une forte conviction d'une injustice. C'est ça qui m'a amené. J'ai dit, mais moi, je vais militer au PDCI parce que je ne comprends pas pourquoi les aînés qui y sont n'ont pas vu venir ces injustices qui pouvaient créer la division. Et que peut-être en nous y impliquant, nous pourrons faire changer progressivement les choses. C'est ça qui m'y a amené. Alors, on va terminer sur la question du MFA. Il y a toujours une chose que je n'ai pas comprise. Oui. La raison du MFA. Qu'est-ce qui vous pousse à partir du MFA pour aller au RDR? Je suis parti du MFA à la suite d'une incompréhension liée au fait que Anaki Kobena n'a pas accepté que je sois nommé ministre. C'est aussi simple. Vous avez un président d'un parti. J'ai assuré la fonction de vice-président. On me nomme ministre, il n'accepte pas. Et vous voulez que je retourne avec lui? On ne comprend pas, il n'accepte pas comment? Vous avez été nommé quand même? Oui, j'ai été nommé. Mais il m'a même appelé pour me demander de démissionner du gouvernement. Il oubliait en ce temps-là que quand on vous appelle pour une fonction aussi importante, c'est la République qui vous appelle. Mais monsieur le ministre, vous ne l'avez pas signifié à l'époque. Vous avez tout bonnement occupé ces fonctions. Vous êtes sorti tranquillement. Peut-être que vous n'avez pas la mémoire des événements. Je me suis longuement expliqué avec Anaki. Je lui ai dit, non, Anaki, ce n'est pas comme ça. Quand on vous appelle ministre, c'est pour remplir un devoir républicain. Oui, laisse-moi remplir ce devoir. Oui, est-ce que ce n'est pas de l'indiscipline? Votre président de parti, tu n'adhères pas peut-être à la politique du gouvernement en place, demande à ce que ces militants ne participent pas à ce gouvernement. Vous voulez être... non, c'est pas de l'indiscipline. Oui. Hein? Oui. Il ne me demande pas de parti. Oui. Il dit qu'il n'a pas été consulté, donc il ne veut pas que je sois au gouvernement. Mais c'est une raison valable. C'est une fausse raison.
Ah bon? Le président de votre parti... Le président de la République est libre de choisir qui il veut. Oui, mais vous êtes allé, monsieur le ministre, vous êtes allé au gouvernement en tant que ministre du MFA, représentant du MFA. Bien sûr. Mais lui, il a dit qu'il ne veut pas. Oui, mais il a même écrit au Premier ministre Balé pour lui dire que Joël n'y est pas en tant que MFA. Oui, mais le fait de ne pas le consulter, de vous nommer sans son avis, est-ce que ce n'est pas l'humilier? Non, ce n'est pas l'humiliation. Vous pensez que le président est libre de choisir qui il veut. Quand un président est élu, on est dans un régime présidentiel, hein. On n'est pas dans un régime parlementaire. Le président est élu, il regarde dans la nation, il dit Assalé Timoko m'intéresse, je le nomme comme ministre. Oui, si Assalé Timoko n'est pas membre d'un parti politique, on peut le nommer librement. Mais est-ce que le président ne peut pas écrire au président du parti pour dire propose-moi des noms que je vais nommer dans mon parti? Je vais vous faire la genèse. Quand M. Bagné est arrivé, il a formé un premier gouvernement. Oui. Lors de la formation de ce gouvernement, il a demandé à tous les partis politiques de lui donner 3 noms au moins. Oui. Pour choisir, pour lui permettre de choisir. Oui. Les partis politiques signataires de la plateforme de Marcoussi. Oui, même tous les partis, ceux du FPI, tout ça. Il a demandé, il a demandé 3 noms. Oui. Le MFA a donné 3 noms. Premier nom, Anaki. Oui. Deuxième nom, Joël Guessant. Oui. Troisième nom, M. Sina Bakari. Oui. Quand Anaki a été viré du gouvernement suite au scandale des déchets toxiques, le Premier ministre Bani a trouvé normal de prendre le deuxième nom qui figurait sur la liste qui lui avait été donné quand il formait son premier gouvernement. Son second gouvernement, vous voulez dire? Non, quand il formait son premier gouvernement, il avait demandé une liste. Oui, d'accord. Donc, il dit, bon, le premier nom qu'on m'avait donné, c'était Anaki. Le deuxième, c'est Joël Guessant, donc je prends celui-là. Il n'a même pas besoin de consulter. Et puis, ne réduisez pas la fonction de Premier ministre ou celle de président à une fonction de, comment on appelle ça, d'assujettissement aux désidérata et aux... Non, mais monsieur le ministre, le problème à l'époque, c'est que vous étiez dans une plateforme, c'est-à-dire l'accord de Marcoussi. Oui. Et les partis politiques de ces accords-là avaient quand même un droit, avaient une autorité sur les ministres qu'ils envoyaient au gouvernement, qu'ils pouvaient retirer du gouvernement. Non. Mais en tout cas, on va mettre un terme à ce sujet, on le sait. Non, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas dans le vrai. En tout cas, les partis n'ont pas d'autorité sur la formation. En tout cas, M. Anaki Kobena n'avait pas d'autorité sur vous, puisque vous êtes parti l'aider à Marcoussi. Vous n'étiez même pas membre du MFA. Vous l'avez dit, donc forcément, ces décisions, quand vous étiez au gouvernement, impactaient moins vos choix. On va parler maintenant du RDR. Non, continuons. Vous savez même que par la suite, quand Mme Bamba a été nommée, M. Anaki a récusé cela. Oui, en disant toujours qu'il n'a pas été consulté. Il n'a pas été consulté. Oui, mais pourquoi on ne le consulte pas avant de nommer ce militant? Mais monsieur le ministre, les partis... Il a récusé cela. Le ministre Légré a été nommé, il a écrit en... Oui, mais est-ce que le président Ouattara peut nommer un militant du PDCI sans consulter Bédié? Sans consulter Bédié. Comment? Est-ce qu'il peut nommer un militant du PDCI sans consulter Bédié? Il peut le faire. Mais il n'a jamais fait. Si, je crois que même parfois le président Bédié a mis devant le fait accompli. Allez, après, c'est les ambitions personnelles aussi, avant peut-être les ambitions des partis, des individus. Il n'en demeure pas. On va parler même du RDR, du Rassemblement des Républicains. Je rappelle que vous êtes depuis 6 ans le porte-parole du RDR. Alors, ce qui intrigue au RDR, et qui intrigue tous les partis politiques et la classe politique, et les Ivoiriens veulent savoir... Si, vous avez dit tout à l'heure, M. Alassane Dramane Ouattara, plus exactement, n'est plus président du RDR. Alors la question est évidente, tout le monde le sait sur cette table, qui est le président du RDR? Le RDR n'a pas de président, pour le moment. Nous avons un secrétaire général par intérim. Parce que les tests du RDR sont assez clairs. C'est lors d'un congrès qu'on élit le président, et c'est celui-là qui propose un secrétaire général. On élit le président du... De M. Alassane Ouattara, de la tête du RDR, nous n'avons pas encore fait de congrès pour élire un président. C'est la raison pour laquelle M. Amadou Soumaro, aujourd'hui, assure la fonction de secrétaire général par intérim. Mais il n'y a pas de président. Mais il pourra... Allons-y, messieurs. Ça ne gêne pas notre fonctionnement. Donc, concernant la gestion du parti, le fonctionnement du parti, le président, il a un certain nombre de fonctions qu'il assume en tant que président du parti. Oui. Et le secrétaire général aussi a ses fonctions qu'il assume. Les fonctions du président, qui les assume actuellement au RDR? Nous avons, comment on appelle ça, un collectif de secrétaires généraux qui dirige le parti. Le secrétaire général adjoint, non, le secrétaire général par intérim,
M. Amadou Smaro, qui est aidé dans sa tâche quotidienne par 10 secrétaires généraux adjoints, dont moi. Monsieur le ministre, pourquoi le président Ouattara ne le dit pas ouvertement qu'il n'est pas président? Parce que c'est inscrit dans la Constitution. Mais donc, il faut qu'il dans la Constitution. Pourquoi vous voulez dire qu'il le dise? Ou bien est-ce qu'il y a un document formel de sa démission de son poste de président du RDR? Écoutez, pour être conforme la Constitution dit, oui, quand vous êtes président de la République, vous ne pouvez plus diriger un parti. Oui. Mais c'est un état de fait. Oui, mais pour partir du parti, il faut bien qu'il démissionne. Non, on n'a pas besoin de démissionner. Ça veut dire que la Constitution l'oblige à ne plus diriger le PDC, du moins le RDR. Non, mais il n'y a rien qui atteste aujourd'hui juridiquement qu'il n'est plus président du RDR. Si, la Constitution. Non. Est-ce qu'il y a un document au RDR que vous pouvez produire aux Ivoiriens la Constitution est suffisante. La Constitution au-dessus de tout ça, elle est suffisante. Elle dit que M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, n'est plus président d'un parti. Est-ce que la conséquence n'est pas une démission formelle de la tête du parti? Je vous dis que la Constitution affirme quelque chose et vous voulez... mais justement, il doit avoir une démission formelle de la tête du parti attestée par un document. Mais il n'est plus président du RDR. Monsieur le ministre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut enlever de la tête des Ivoiriens un certain nombre de suspicions. Il faut que les choses soient claires sur ce sujet. Vous ne pouvez pas dire aux Ivoiriens... Vous ne pouvez pas dire aux Ivoiriens parce que M. C'est dans votre esprit qu'il y a la suspicion, mais sinon chez nous, il n'y a pas de problème. Monsieur Joël Nguessan, il y a eu quand même un congrès récemment du RDR, congrès qui a permis de choisir le candidat Ouattara comme le candidat du RDR pour les prochaines élections. Mais qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, vous avez un secrétariat général intérimaire, un président je vous dis que rien ne coince parce que le parti se porte très bien. Il est dirigé au quotidien par un collectif de secrétaires généraux adjoints et ça marche. Vous n'êtes pas je vais vous faire remarquer quelque chose. Vous n'êtes pas un parti clandestin. Non, on n'est pas clandestin. Non, on n'est pas clandestin. Je vous dis, observez quelque chose. Lors du congrès désignant M. Alassane Ouattara comme candidat du RDR pour la prochaine présidentielle, le président Alassane Ouattara n'était pas avec nous. Oui, ça c'est logique, il est bien président de la République. Donc c'est une logique. Si vous estimez que c'est logique, ça veut dire qu'il ne dirigeait plus le RDR. Oui, mais on se demande pourquoi un parti comme le vôtre, qui est un parti républicain, un parti démocrate, a du mal, depuis l'élection présidentielle... Nous n'avons pas de mal. Vous avez... évidemment, les faits sont là. Mais écoutez, vous avez un secrétaire général... En quoi le fait qu'on n'ait pas de président aujourd'hui gêne le fonctionnement de notre parti? Ça ne nous gêne pas. Non. Vous êtes le parti au pouvoir, vous êtes quand même un parti... Je vous dis que nous, RDS, ça ne nous gêne pas. Monsieur le ministre, c'est pas une question que... C'est pas que ça gêne. Moi, je comprends pas. C'est normal que ça fonctionne. Chez nous, ça va très bien. Oui, c'est normal que ça peut ne pas gêner le RDR. Mais ça ne nous gêne pas. Oui, mais le RDR, oui. Par exemple, oui, non, nous, là où ça gêne, où se trouve son problème? Là où ça gêne, monsieur le ministre, là où ça gêne. Où se trouve le problème? Évidemment, le RDR, ça peut ne pas vous gêner, mais là où ça gêne, c'est que M. Alassane Ouattara, il est président de la République de Côte d'Ivoire. C'est fini. Oui, mais il n'est plus président. Oui, mais parce que là, il ne le dit pas. Écoutez, notre prochain congrès va désigner un nouveau président. Ça sera pour quand? Parce que ça fait pour le moment, on n'a pas... Ça fait beaucoup d'années que ça dure, le secrétariat général. Ça ne fait pas partie de nos calendriers immédiats. Ado n'est pas président, mais on ne sait pas qui est le nouveau président. Je dis ça ne fait pas partie de notre agenda immédiat. Bon, moi, je vous donne un exemple. Oui, allons-y. Dans le régime précédent, lorsque le président Laurent Gbagbo a été élu président de la République, automatiquement, il a démissionné et le parti a élu à un congrès un nouveau président qui est Afin Nguessan. Et ça a été tellement clair, les Ivoiriens, l'opinion a vu, c'est clair. Mais pourquoi avec le RDR, oui. Nous... Qui n'est pas conforme avec la Constitution. Quelle Constitution? Parce que le président de la République doit démissionner ouvertement. Mais il a déjà démissionné de fait, puisqu'il ne préside on va passer maintenant au bilan. Il n'assiste même pas à une réunion du RDR. On va passer au bilan de M. Alassane Ouattara, mais il n'en demeure pas moins que si le ministère de l'Intérieur demandait justement à avoir le président de votre parti politique,
vous serez quand même mis en difficulté. Non, bah lui dit que pour le moment, on n'a pas de président, que c'est le prochain congrès, mais par contre, on a un directoire composé des secrétaires généraux. Ça semble difficile, en tout cas, la succession de M. Ouattara, tant, il n'y a pas de difficulté. Tant au niveau du RDR, mais tant au niveau de cette alternance 2020. On va voir un peu le personnage de M. Alassane Ouattara. On a cette impression floue qu'il a du mal, justement, à passer le relais, le flambeau. Mais on en parle dans quelques instants. Bilan de M. Alassane Ouattara, messieurs. Ben, on va demander à M. le ministre de nous faire succinctement le bilan des 4 ans de mandat, des 5 ans bientôt du mandat de M. Alassane Ouattara. Bilan que recuse l'opposition qui trouve que M. Ouattara n'a pas travaillé du tout, et notamment sur un chantier essentiel dont tout le monde parle, mais personne n'a les armes essentielles pour résumer ce chantier. Ce n'est même pas seulement l'opposition. Oui. Vous savez, pour faire un bilan, il faut savoir d'où on vient. On part du jour où le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. Prenez le tableau de la Côte d'Ivoire au moment où le président Alassane Ouattara est arrivé. Au plan international, notre pays était interdit dans toutes les institutions internationales, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales. CEDEAO, Union africaine, ONU. On n'avait pas le droit de siéger. Ah, c'est là où les autres nous ont poussé. Il va falloir que vous soyez précis. Hein, si, la CEDEAO nous a interdit de participer à ces réunions. L'Union africaine, le Conseil de l'ONU, même chose. Ça, c'était au moment où le président Alassane Ouattara arrivait au pouvoir. Ça, c'est au plan international. On était bannis au plan international. Deuxièmement, au moment où le président Alassane Ouattara arrivait au pouvoir, c'était des kalachnikovs qui se baladaient dans toute la Côte d'Ivoire. Des kalachs partout. Non, à un tel point qu'on trouvait normal de voir un militaire... Monsieur le ministre, vous avez été ministre des droits de l'homme à cette époque. Permettez que je continue. Oui, monsieur le ministre. Permettez que je continue. On va laisser terminer le bilan. Les kalachs étaient partout. On trouvait normal de voir des militaires se balader dans la rue avec des kalachs. Au moment où Alassane Ouattara arrivait au pouvoir, c'était des corps qui jonchaient les rues. Le port qui ne fonctionnait pas. L'administration qui était down. 4 ans après, vous pouvez quitter d'ici à Ferké et ne rencontrer que peut-être 2 barrages. Oui, mais les corps qui jonchaient les rues, les kalachnikovs, c'est pas venu ex nihilo. Il y a eu une crise. Il y a eu une crise, monsieur le ministre. Mais vous n'en parlez pas. Mais si, mais je vais arriver. Vous avez été ministre des droits de l'homme à cette époque. Je vais arriver à là. Et vous êtes en train de parler des droits de l'homme, monsieur le ministre. Non. Permettez que je finisse le bilan et vous pouvez apprécier. Oui, mais c'est tellement gros que vraiment on a du mal sur le plan de l'éthique. Ceux qui n'ont pas vu la Côte d'Ivoire en avril 2011, pour pouvoir faire la comparaison avec ceux qui peuvent dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. Aujourd'hui, au plan international, notre pays est accepté par tout le monde. Ça, c'est un. La sécurité est revenue sur l'ensemble du territoire national. L'indice de sécurité qui était au niveau 5 est tombé maintenant à 2, 3. Au même niveau que les pays comme les États-Unis, ainsi de suite. Donc on a résolu ça. Écoutez, on va arriver à là. Ne faites pas d'amalgame. Aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas voir le travail colossal qui est abattu par le président, qui a été abattu en moins de 4 ans par le président Alassane Ouattara en ce qui concerne les infrastructures routières, les ponts, les écoles. Et, écoutez, la dernière fois, j'ai pris une photo de l'actuelle université et puis j'ai comparé avec celle qu'on avait avant, qui était une véritable pourriture. Les centres de santé, tout ça, ça a été fait en moins de 4 ans. Comme quoi c'était possible, puisque pendant 10 ans, rien n'a été fait dans ce pays. Bon, donc, vraiment, il faut être vraiment aveugle pour ne pas voir ce qui a été fait au niveau des infrastructures. L'économie. Monsieur Joël, non, c'est important. C'est important. Au moment où Alassane Ouattara arrivait au pouvoir, on avait un taux de croissance de l'ordre de moins 3,7%. Aujourd'hui, les dernières statistiques de la Banque mondiale et du FMI nous positionnent entre 8,3 et 8,9. Franchement, oui. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que
La situation est devenue pire. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, excusez-moi. On va revenir dans quelques instants, mais il n'en demeure pas moins que Alassane Ouattara bénéficie et a bénéficié d'un environnement, d'un état de grâce dont n'a pas bénéficié évidemment les Gbagbo et l'ancien régime. Mais on reviendra justement. Vous avez dressé un bilan positif de M. Ouattara, mais on va parler aussi de quelques points d'ombre que l'opposition reproche à M. Ouattara sous sa gouvernance, et notamment les prisonniers politiques et tout. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. On en parle dans quelques instants. On marque une pause et on revient juste après ça. La deuxième et dernière partie du Grand Talk, où nous recevons le porte-parole du Rassemblement des Républicains, le RDR, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, M. Joël Nguessan. Alors, qui nous adressait tout à l'heure à la fin de la première partie de l'émission un bilan ô combien luxuriant, pourrait-on le dire, les 4 ans de M. Alassane Ouattara. Mais un élément sur lequel tout le monde patauge, c'est justement cette question de la réconciliation nationale, et que les actions posées par M. Ouattara en emprisonnant quelques opposants et les récents, notamment Alphonse Douati, je pense, et Hubert Oulaye, été récemment... Justin Kouya, Sébastien Danon-Didier. Voilà, Sébastien Danon-Didier. Alors les gens ont du mal à comprendre évidemment qu'au sortir de cette crise, et notamment très récemment après le jugement des pro-Gbagbo où les sentences sont tombées, qu'on puisse encore emprisonner des militants politiques. On n'emprisonne pas des militants politiques. On emprisonne des individus qui ont commis des actes. Et voyez-vous, les Africains ont ceci des caractéristiques. Quand on est un homme politique et qu'on fait une bêtise, on vous envoie en prison, on dit « Ah, je suis un homme politique, je suis un prisonnier politique ». Qu'est-ce que quoi, Justin? Quelle est la bêtise? Quelle est la bêtise? Allez demander au juge d'instruction, il va vous donner le détail. Mais c'est vous qui parlez de bêtises. Non, ils ont été entendus. Et écoutez, si vous n'avez pas fait de mal, si vous n'avez pas commis un crime, bien vous n'avez pas posé un acte qui va contre l'intérêt de l'État, on ne vous met pas en prison. Oui. Comme quelqu'un qui appelle à l'insurrection, dans un pays, c'est puni. Non, c'est vous qui avez qualifié, c'est le parti au pouvoir. J'ai dit, non, c'est pas le parti, ce sont les qualifiés, justement. Voilà, les propos, rétablissons les choses, ce n'est pas le parti. Le RDR ne met pas quelqu'un en prison. Hein? Je parle du gouvernement. Mais le gouvernement qui instruit les dossiers avec les juges, s'ils ont estimé que cette personne doit aller en prison, pourquoi vous voulez considérer la décision des juges et du gouvernement comme étant une décision d'ordre politique? A priori, c'est un problème qu'il y a dans un parti politique, un problème interne. Des individus se lèvent pour dire qu'ils sont contre une certaine gestion de leur parti. Ça, ils se mettent à l'écart. Ils vont se retrouver à l'intérieur, à Mama. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qui est contenu dans le dossier. Mais il y a quelque chose qui est officiel. Comme vous êtes journaliste, faites un peu des oui, bien sûr, c'est parce que nous sommes journalistes que nous vous mettons. Des informations que qui est un très bon investigateur. Je suis sûr qu'il peut trouver les moyens d'avoir les éléments qui sont contenus dans le dossier d'accusation. Oui, mais justement, je vais poser la question. Quand il y a une chose officielle, par exemple, un parti politique comme le FPI qui est traversé par une crise, scindé en deux, le président qui est officiellement reconnu par le pouvoir comme étant le président statutairement autorisé à parler au nom du parti, fait une procédure judiciaire. La justice décide que ceux qui ne sont pas considérés comme représentants du parti ne doivent pas s'exprimer au nom de ce parti-là. Et que s'ils le font, ils paieront une amende de 10 millions par jour. Les gens vont contre cette décision en se réunissant à Mama. Au lieu qu'on les appelle pour qu'ils paient cette amende, on les met en prison. Pourquoi on passe subitement du civil une décision de justice doit être respectée. Oui. Ok. Celui qui ne respecte pas une décision de justice se retrouve en prison. Mais pourquoi on ne paye pas l'amende plutôt que la prison? Ils ont payé. Comment? Ils ont payé cette amende-là. Non, ils ont été mis en prison. Monsieur le ministre, nous sommes fait quoi? Monsieur le ministre, nous sommes sous un régime qui fait du dépôt à deux mesures. La situation au FPI, la situation au MFA. Vous-même, vous êtes issu du MFA. Oui. Mais quels sont ceux qui sont portés à bout de bras aujourd'hui au MFA? C'est les dissidents, c'est le même problème qu'il y a eu au FPI. Pas ça. Non. Je voudrais
que, Mais avant, en tant que On va pas journaliste, faire du coq à l'âne. je voudrais que vous mettiez l'accent sur une bonne et parfaite investigation avant d'avancer de certaines choses. Pour la vérité, on a dit, moi je n'ai pas connaissance du contenu des chefs d'accusation qui ont été portés contre les gens qui sont là. bon, Le jour où vous aurez ça, vous pourrez faire des affirmations. contre le ministre Hubert Oulay, il a dit qu'il préparait un coup d'État. Il est impliqué dans voilà. une action de déstabilisation. Et qu'est-ce que vous voulez- Depuis longtemps. qu'est-ce Il que vous voulez que le RDR dise? est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a exercé ses J'ai dit, activités. qu'est-ce que vous voulez que le RDR... Laissez la justice suivre son cours. Monsieur Joël Nguessan-Skiet, Laissez la justice. Monsieur Joël Ne Nguessan-Skiet, spéculez pas. monsieur Non, Joël- nous ne spéculons pas. C'est des faits que nous avons constatés. Alors, on va peut-être conclure sur cette question, et notamment parce que vous avez été ministre des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et quand on sait que beaucoup prônent justement la libération de certains prisonniers, je n'ajouterai pas le qualificatif de politique puisque vous ne l'acceptez pas. Pour vous, est-ce qu'il ne serait pas important pour M. Ouattara de faire un pas dans ce sens? Évidemment, vous avez été... Parce que quand vous dites... Le quand pas, vous va- dites- je crois quand que vous le dites pas des même a bêtises, déjà des commencé. bêtises, Non, non, le Ouattara, pas a déjà commencé. à un moment, M. Ouattara Hein? avait fait un geste très large dans ce sens, et aujourd'hui, c'est comme si sa main était fermée. Non, écoutez, les crises que nous avons connues dans notre pays viennent essentiellement du fait qu'on a fait le lit de l'impunité. Souvenez-vous, charnier de Yopougon, on n'a jamais su qui a fait. Mort à Daloa, Boaké, Korogo, Boaflé, partout. On n'a jamais mis quelqu'un en prison, on n'a jamais jugé. Mars 2004, bombardement par les hélicoptères lors de la marche qui n'a même pas démarré, des militants de l'opposition d'alors. Pas de jugement. Novembre 2004, pas de jugement. Et on est resté comme ça dans une série d'impunité. Le résultat, on le connaît. Une guerre. Il faut mettre fin à ça. Il faut maintenant que les gens qui ont commis des actes graves soient arrêtés, jugés, et c'est après maintenant que les procédures d'élargissement peuvent se mettre en place. Mais j'entends les gens dire oh non, mais lui là, il n'a rien fait, il faut le libérer. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Non, je vous dis que si nous continuons sur la logique de l'impunité, peut-être ce qui nous attend demain sera pire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Donc, il faut juger. l'impunité n'a pas changé de camp aujourd'hui? C'est quoi, quand là? vous citez le charnier de Yopougon, aujourd'hui le RDR est au pouvoir. Oui. Est-ce que vous avez tous les moyens de l'État à vos dispositions? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas la lumière sur ce qui s'est passé sur ce Mais c'est ce charnier-là? qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être fait. Les dossiers ont Est-ce que été des gens ont réouverts. été arrêtés dans le cadre de cette J'ai affaire? dit, les dossiers ont été réouverts et si vous approchez les juridictions compétentes, vous verrez qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été réouverts, même l'assassinat de M. Guy Robert. L'affaire de Naïbli, ça s'est passé sur le RDR, ça s'est passé sur le régime RDR. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a arrêté personne. L'enquête est à quel niveau? Écoutez, moi, concernant l'affaire de Naïbli, je sais qu'il y a des poursuites qui ont été engagées contre certaines personnes, mais qui sont en fuite. Hein? Ça, c'est ce que j'ai appris. Ils sont en fuite, Oui. mais qu'on a vu fuir. Ah bon? Oui. Ah bah, si moi je dois t'arrêter, que je te vois. Monsieur le ministre, Ah oui, donc, il vient on a vu au grand fuir. jour et puis il annonce. On se souvient de ce courrier. Je me souviens de ce courrier adressé par l'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU à Abidjan au ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, Oui. où il se plaint de ce qu'on n'ait pas arrêté les personnes clairement identifiées qui ont commis les crimes à Naïbli. Ce courrier, il existe. Oui, ce courrier existe. Mais les gens, on les connaissait. J'ai dit, ce Le courrier procureur existe. de Mans les connaissait, mais on n'a arrêté personne. Je peux vous dire que ces gens sont en fuite. Alors, sur la question justement de la Et on les avait fuis. de la réconciliation nationale. Si tu les as vus fuir, c'est que tu peux les arrêter. Peut-être une question. Oui, monsieur le ministre, vous parlez d'impunité sous l'ancien régime. Vous êtes parti de 2002, 2003 jusqu'à 2010. Mais pourquoi des personnalités politiques, des partis politiques tentent de se disculper concernant l'impunité? À cette période-là, ce n'est pas un seul parti politique qui a dirigé le pays. Vous-même, vous avez été ministre des droits de l'homme. Tout le monde était dans le gouvernement, tout le monde était dans les institutions. Dans mon parcours depuis plutôt 15 ans. Le RDR, le PDCI, le MFA, tout le monde dirigeait le pays. Au moment où M. Gbagbo faisait prendre les lois d'amnistie, j'ai fait en son temps une déclaration dans le journal Notre Temps pour dire que je ne suis pas d'accord avec les amnisties politiques. Quand on a commis des crimes, des guerres, des crimes comme quand on a assassiné, il faut que la personne soit jugée avant qu'il y ait amnistie. Je l'avais dit en son temps. Et je ne vais pas changer. Je suis contre l'impunité.
Et je maintiens cette position. Tous ceux qui ont été arrêtés doivent être jugés. Après, il y a la grâce et il y a l'amnistie. Mais tant qu'on ne fait pas ça, on crée le lit de l'impunité et ça ouvre la possibilité pour certaines personnes de chercher à se venger. Il faut éviter cela. En tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que quand même en 2002, sous les années de l'Ancien Régime, ils ont quand même amnistié, gracié plein de j'ai dit, je n'étais pas d'accord avec ces amnisties. Ça a quand même facilité les échanges et les discussions. Ça ne nous a pas empêché d'aller à une guerre. C'est l'impunité qui nous a occasionné une guerre. On va terminer sur une question essentielle, notamment sur la question de la réconciliation, puisque le rapport a été transmis depuis décembre, le rapport de la CDVR a été transmis depuis décembre au chef de l'État. Les conclusions justement de ce rapport n'ont pas été divulguées ni rendues pour l'instant publiques par le chef de l'État. Qu'est-ce qui coince? Je pense que c'est une question qu'il faut poser au gouvernement. Selon vous, qu'est-ce qui peut coincer? Non, je ne sais pas ce qui coince, mais ce qui est sûr, cette question doit être adressée. M. Ouattara est quand même un artisan de la démocratie. J'ai dit au ministre de la Justice et au gouvernement. Le RDR n'a pas à répondre de savoir pourquoi le RDR ne cherche pas à comprendre non plus ce qui est dans ce rapport. Écoutez, on n'est pas encore destinataire de ce rapport. Est-ce que ça intéresse? Ça nous intéresse, oui. Ça nous intéresse. Nous attendons que le gouvernement nous envoie ce rapport. Nous aussi, on souhaite que le gouvernement rende public ce rapport. Mais il faut le dire ouvertement. Il faut demander au gouvernement de rendre public ce rapport, le RDR. Nous, on l'a dit. On l'a dit. Mais si le gouvernement ne l'a pas fait, laissez le gouvernement avec son calendrier. Mais le RDR déclare, sans avoir vu ce rapport, que Bani a échoué à la tête de Écoutez, ne faites pas un mélange entre les positions politiques, les déclarations politiques. Vous n'avez pas encore vu le contenu du rapport, mais vous déclarez que Bani a échoué. Comment est-ce possible ça? J'ai dit, M. Bani a été à la tête de la commission, la CDVR. Il avait fait un travail selon un certain objectif. Il a fini. Il nous a dit qu'il a terminé. On s'en tient là. Mais si aujourd'hui les gens disent qu'ils ne sont pas réconciliés, alors que votre mission c'est de réconcilier, quelle conclusion politique on peut tirer? Oui, mais peut-être qu'il a proposé les moyens pour la réconciliation dans ce document qu'on n'a pas encore obtenu. Et comment vous pouvez dire qu'il a échoué? J'ai dit à partir du moment où les Ivoiriens, certains Ivoiriens disent qu'on n'est pas réconciliés. Mais certains Ivoiriens, le RDR est formel. M. Bani a échoué. Pratiquement tous les militants du RDR. Les cadres disent que M. Bani aura échoué. Je vais vous étonner. Pendant que nous, on n'a encore pas vu le contenu de je vais vous surprendre. Oui, la voix officielle du RDR, c'est moi. Oui, vous êtes Monsieur le porte-parole. Oui. Vous m'avez jamais entendu dire ce que vous venez de dire. Ok. C'est ce que je dis que les RDR pensent. Donc pour l'instant, que pensez-vous de... Donc il n'a pas échoué. Je dis, la voix officielle du RDR, c'est moi. Donc, je n'ai pas encore fait de communiqué dans ce sens. Notre direction du parti ne s'est pas encore réunie pour faire un communiqué dans ce sens. Donc tout ce que vos cadres déclarent dans les meetings, ça n'engage pas le RDR. J'ai dit la voix officielle du RDR, c'est Joël Nguesson, porte-parole du RDR. Après une réunion de direction, après un bureau politique, on me donne, on rédige un communiqué et on le sort. Oui. Mais les déclarations politiques que quelqu'un peut faire un week-end, ça n'engage pas le RDR. Oui, mais quand même, le secrétaire général de la présidence, qui est Amadou Koulibaly, c'est quand même une icône du RDR. Quand il dit que Bani a échoué, et que vous dites que ça n'engage pas le RDR, non, il a dit, il a dit, il a dit récemment. Il a dit à un meeting récemment. Où ça? Il a dit à un meeting. Où ça? Dans la zone de Dimbo-Kouré, je crois. Il n'y a même pas qu'une semaine. Non, c'est pas. Si, il a dit. J'ai le détail de ce que Amadou. Alors, on va. Et c'est même pas là-bas, c'est plutôt à Béani Beleko. Il n'a pas dit ça. Mais il n'en demeure pas moins que, pour l'instant, le RDR ne s'est pas encore prononcé sur le bilan de la CDVR. C'est tout, on ne s'est pas encore officiellement prononcé. Donc, il n'a pas encore échoué. Voilà. On va parler maintenant. Nous, on parle ni d'échec ni de succès. On vous dit qu'on ne s'est pas encore prononcé. On va parler maintenant de l'alternance 2020 et notamment de ce fameux appel d'Aoukro qui a été prononcé en septembre 2014. Non, mais, juste un mot, parce qu'il a présenté le bilan de M. Ouattara. On n'a pas commenté l'espace. Il a présenté les infrastructures, le retour des institutions internationales et tout ça. Mais en termes de développement humain, en termes de résorption du chômage, qu'est-ce que
M. Ouattara a fait concrètement? Création d'emplois, on donne des chiffres, 1 million d'emplois dans l'informel, 700 000 emplois dans le secteur de l'agriculture. Il n'y a rien qui permet de mesurer ça. En termes de développement humain, où en est-on au fond? Je crois qu'il faut s'en tenir aux déclarations du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement a déjà dit le nombre d'emplois créés. Sans apporter les preuves. Écoutez, vous êtes des journalistes. Allez à l'agence pour l'emploi, l'AGEP. Oui, mais l'AGEP n'a pas donné ces chiffres. Ne vous ont pas donné. Non. Mais si le gouvernement vous dit qu'on a créé. Alors franchement, moi, ce qui me surprend, parce que entre-temps, beaucoup d'a priori. Non, il n'y a pas des a priori. C'est pas des a priori. Il y a des actes. Pendant qu'on dit que la création d'emplois est à 100 à l'heure, on divise l'AGEP. On vide l'AGEP de son contenu, on crée maintenant une structure pour les emplois jeunes avec le nouveau ministère de la Jeunesse. Tout ça, ça fait des ordres. Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi qui a été créé, je suis totalement d'accord. Parce qu'on a fait une analyse, on s'est rendu compte que les efforts en termes de captation des statistiques concernant les emplois, en matière de mise en œuvre des politiques de l'emploi pour les jeunes, ces efforts-là étaient un peu dilués dans plusieurs structures. Il fallait centraliser, c'est ce qui a été fait, et nous apprécions cela. Et peut-être qu'avec ça, vous aurez des interlocuteurs uniques pour vous dire dans quel domaine, le domaine agricole, le domaine minier, le domaine du commerce, le domaine des exportations, voici le nombre d'emplois qui ont été créés. Ne vous en faites pas. Oui, juste un mot sur les universités. Vous avez dit que vous avez une photo sur l'ancien régime. Vous avez une photo maintenant sur le nouveau régime. Vous avez fait la comparaison. L'autre, c'était de la pourriture. Aujourd'hui, tout brille. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, dans les universités, il ne se trouve aucun moyen didactique pour les enseignants pour travailler. Après 130 milliards de francs CFA engloutis dans la réhabilitation. Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est pas. Même le président l'a reconnu la dernière fois. Non, c'est pas ça n'allait pas. Vous avez des expressions. Mais englouti, dépensé. Dépensé, oui. Mais ça prend englouti. Parce que généralement. C'est englouti. Non, c'est dépensé. En ce qui concerne l'université, je suis d'accord avec vous. Oui. Monsieur Ouattara. Moi, personnellement, j'ai estimé qu'il faut faire un effort supplémentaire pour que toutes les universités soient équipées. Un audit. Non, on n'a pas besoin d'audit. On a besoin aujourd'hui d'équiper. Puisque tous les Ivoiriens sont persuadés que l'argent n'est pas allé là où il devait aller. En tout cas, ça, c'est sans vos certitudes. Monsieur Ouattara l'a quand même reconnu sur l'université. Le gouvernement n'a pas réellement fait son travail. Tout n'est pas encore fini. Il faut le reconnaître. Le bilan, on y reviendra. J'ai discuté avec des étudiants, les gens de la FESI. Je leur ai dit que j'étais totalement d'accord avec eux. Quant au fait qu'effectivement, il manque d'outils didactiques. Donc, c'est à nous. Avec 130 milliards engagés dans ces dépenses. Écoutez, vous avez le... Comment on appelle ça? J'espère qu'on reviendra largement sur le bilan. Vous, 130 milliards, c'est tellement beaucoup. Non, mais c'est beaucoup d'argent. On va revenir. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Une réhabilitation sur la... Il n'y a pas eu réhabilitation. Oui, moi concernant le bilan. Vous êtes avec moi ici. Il n'y a pas eu de nouveau d'amphi construit. Oh non, c'est pas vrai. On va écouter M. Claver. Monsieur le ministre, parlant de bilan, vous avez dressé un tableau macabre sous l'Ancien Régime. Vous avez dressé vraiment un tableau très reluisant. Non, ce n'était pas macabre. J'ai dit que... Non, mais c'est le mot à la mode. Oui, c'est le mot à la mode, donc c'est que nous utilisons. Mais en fait, oui, parce que moi, il y a cette chose-là qui heurte toujours mon éthique, c'est que sous l'ancien régime, ce n'était pas un seul parti politique qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez? Il y avait le PDCI, il y avait le RDR, il y avait le MFA. Vous-même, vous avez occupé un poste de ministre. Vous tous, vous gouvernez ce pays. Pourquoi vous avez tendance à rejeter tout ce qui s'est passé de mauvais sous cette période-là, sur l'ancien régime? Vous savez qu'on est dans un régime présidentiel. Hein? On n'est pas dans un régime parlementaire. Et dans le régime présidentiel, le seul et unique à porter le chapeau du succès ou de l'échec. Donc vous vous gâtez, vous les autres partis politiques, militaro-politiques de l'opposition, vous gâtez et puis c'est bien. On va parler. Et ce qui fait mal, c'est que vous avez tendance à ne pas assumer. Bon, ok. Pour l'instant, on va passer à autre chose. Les 5 universités, on est à la fin du mandat. Où sont les 5 universités promises? Si vous n'aviez pas gâté le pays avant, hein, peut-être qu'on aurait... Oui, mais quand il faisait son programme de gouvernement... On va passer à autre chose, notamment sur cette alternance 2020. Et on se rappelle qu'en septembre 2014, à Daoukro, ce fameux appel où M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, appelait justement à une pas alternance,
en 2020 va soutenir le candidat Ouattara pour 2015 avec la passation de pouvoir, si on peut le dire entre griffes, au PDCI en 2020. Oui. Mais de l'eau a coulé sous les ponts et depuis, on a du mal à comprendre les propos de M. Ouattara qui ne semble pas vouloir de façon ouverte penser que cette alternance 2020 reviendrait au PDCI, mais plutôt à une personne mieux que lui, meilleure que lui, dit-il, pour le remplacer. Alors, pourquoi En tout cas, c'est une très bonne chose que le président pense qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire des gens qui peuvent être meilleurs que lui. Et puis j'espère qu'en Côte d'Ivoire, on ne va pas vouloir... vous espérez au PDCI ou non, vous espérez attendez. en Côte d'Ivoire? Nous espérons, tous les Ivoiriens espèrent qu'après Ouattara, on ne va pas avoir un président qui fera moins bien que Ouattara. Il faut aller vers l'excellence, il faut grimper. Donc ça, c'est déjà ce que le président a dit. Il dit il souhaite qu'il y ait un cadre compétent, issu du futur parti unifié, pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Et que de fait, l'alternance s'impose. À partir du moment où lui n'est plus candidat, on tombe automatiquement dans l'alternance. C'est ce que le président Alassane Ouattara a dit. Et moi, nous lui faisons un autre candidat, ça c'est pas de l'alternance. Non. Vous voyez, chers confrères, quand vous parlez d'alternance et que vous parlez du cadre du PDCI, le ministre qui est la voix officielle du RDR, il botte en touche. Parce que l'alternance qui dans eux seul leur esprit, dans l'esprit des militants du PDCI, du PD. Le RDR n'en parle pas, les officiels du RDR n'en parlent même pas. Et donc, ça veut dire que le RDR ne fait même pas de l'arrivée au pouvoir d'un cadre PDCI en 2020. J'ai dit, chez un de vos confrères, j'ai récemment déclaré la chose suivante. J'ai dit que c'est un faux débat aujourd'hui. On est en 2015. On a 5 ans devant nous. Je serais même tenté de demander à ce que nos frères du PDCI nous indiquent la personne déjà. Et puis on va se prononcer. On est en 2015 et vous voulez faire le débat de 2020. Monsieur Hassanet Tiboko, sur la question c'est ça mon problème. Maintenant, depuis que ce débat a cours, j'ai dit aux gens, c'est un faux débat. Moi, je veux juste poser une question sur la question de l'alternance, sans rentrer dans les détails que vous êtes en train de développer. M. Ouattara dit que c'est quelqu'un de meilleur que lui qui souhaite avoir la tête du pays après lui. Sur quelle base vous allez évaluer que c'est cette personne-là? Comment? Sur quelle base vous allez évaluer cette personne? Puisque vous dites déjà même qu'en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, il n'y a pas mieux que lui en Côte d'Ivoire. Non, pour l'heure, il n'y a pas mieux que lui. Oui, mais sur quelle base maintenant il aura mieux que lui en 2020? Mais si quelqu'un d'autre vient proposer quelque chose de meilleur... Puisqu'il a même gouverné... J'ai dit, si quelqu'un d'autre vient proposer quelque chose de meilleur... Alors, quel est le problème? Alors, monsieur... Qu'on tende vers l'excellence, apparemment, on dirait que ça ne vous plaît pas, qu'on cherche toujours le mieux pour la Côte d'Ivoire. Alors, c'est pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est que c'est M. Ouattara qui veut le payer aujourd'hui. Et il est cadre du RDR. Il n'est plus cadre du RDR. Non, il est cadre du RDR parce que le parti unifié n'est pas encore créé. Ben, on va le créer. Voilà. Il n'est pas encore créé, on va le créer, c'est une autre chose. Maintenant, on verra dans les 5 ans à venir si vous mettez ce parti en place et qu'on verra sur quels critères vous allez décider entre le PDCI, le RDR, le MFA. Si on a un parti, tendance on a un parti unifié, les questions de RDR, MFA, PDCI, ça n'existe plus. C'est ça les cadres du parti unifié et nous allons regarder à l'intérieur celui qui a le meilleur profil pour diriger la Côte d'Ivoire. On va terminer au pas de course. On a j'aime personnellement cette impression de flou au niveau de M. Ouattara quant à sa succession pour la plupart du temps, notamment à la tête du RDR. Il ne fait aucune déclaration pour dire j'ai été bon président, donc je souhaite qu'il y ait un congrès pour que le meilleur me succède à la tête du RDR. Il contracte un deal avec le PDCI où cette alternance dit qu'en 2020 le pouvoir reviendrait au PDCI. Et là, il n'arrive pas à assumer justement ce deal et dit non, il faut quelqu'un de meilleur que moi qui serait ici de la partie unifiée. Est-ce que c'est mauvais? Pourquoi il ne le dit pas aussi à la tête du parti? Mais il n'est plus président du RDR. Il ne se mêle plus de nos affaires. On a l'impression que M. Ouattara a du mal à trouver successeur. Non, il n'a pas de mal. Parce que vous, au PDCI, dans le starting block des potentiels présidents, je vais vous dire, il y a beaucoup. On est nombreux les Ivoiriens qui pourront faire comme lui aussi.
On est nombreux. On attend. Quand il sera réélu, vous allez voir que des gens vont émerger. Pour l'heure, c'est Ouattara. C'est lui qui nous intéresse. Il fait un bon travail, mais quand il sera réélu, vous allez voir les parkings qui vont se créer. Allez, le temps qui nous est parti est terminé. C'est dommage, j'avais d'autres questions comme sur l'article 35, le Conseil constitutionnel, l'opposition et tout ça, on aurait dû en parler. L'article 35, c'est pas compliqué. Oui. Résumé, notre constitution dit que le président en Côte d'Ivoire, il a droit à 2 mandats. Quand on pose la question à tout le monde, qui est le président? C'est ce que vient de dire un candidat à l'élection présidentielle. Qui est le président en Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est Alassane Ouattara. Oui. C'est un fait. Donc ça veut dire qu'il a droit à un 2e mandat. Oui, donc c'est terminé. Alors la CNC est-elle capable pour vous de battre M. Ouattara? On leur souhaite du courage. En tout cas, c'est sûr. Oui, du courage parce que les conditions pour qu'il lui-même se succède à lui-même sont réunies, hein, les conditions que dénonce l'opposition. Donc, on vous comprend quand vous le dites. Il faut qu'il soit vraiment courageux. Il faut que l'opposition soit vraiment courageuse. Nous n'avons pas d'intérêt. Il faut que l'opposition, parce que tout a été vicié. Les conditions que dénonce l'opposition. Quelles conditions? La CEI. Qui refuse qu'on mette la CEI qui a été votée par les députés en place. Vous savez, cette opposition-là, il y a trop de... Mais en tout cas, on va terminer cette émission. Hein, on va terminer cette émission justement avec, en souhaitant que cette alternance 2020 ne fâche pas les gens du PDCI qui commencent à grogner. Il n'y aura pas de PDCI à cette période. Le PDCI est en train de grogner. Arrivera-t-on vers un parti en 2020. On verra cela après l'élection présidentielle. Si M. Ouattara est réélu, on verra ce qui va se passer aux élections législatives. Si le RDR va se battre pour contrôler le Parlement ou bien si c'est ensemble qu'ils iront au Parlement, c'est là qu'on pourra juger. En tout cas, de sincérité. Merci à M. Joël. En tout cas, sachez que le président Alassane Ouattara est sincère et le président Bélier lui fait totalement confiance. Merci beaucoup, M. Joël Nguessan. Vous êtes le porte-parole du RDR. La voix officielle, l'a-t-il répété dans cette émission à plusieurs reprises. Désormais, si vous entendez un son de cloche qui ne vient pas de lui, ce n'est peut-être pas le son du RDR. Saint-Claver Oula, rédacteur en chef du Nouveau Courrier. Merci d'être venu dans le Grand Talk. Et puis, monsieur Assalé Thiemoko, directeur général de l'Éléphant Déchaîné. Merci d'être resté en notre compagnie. J'ose espérer qu'à bâton rompu, on a essayé de comprendre le RDR. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.